Mais nous n'irons pas loin, car cette borne nous indique que le voyage se termine ici. Pour l'infidèle, la Mecque est une ville réservée aux musulmans. Nous n'avons pas fait d'architecture. Avec Raymond Digier, nous avons essayé de ne pas en faire et d'apporter simplement un certain nombre d'éléments de possibilités, enfin le plus grand nombre de possibilités à Reinhold Arnould pour qu'il puisse faire vivre ce lieu qui est un centre expérimental plutôt qu'un musée. Oui, il s'agissait de faire un organisme vivant. Oui, il s'agissait de construire un cœur qui battrait au rythme nécessaire d'une culture très large. Et ça. Quelle est la fonction de ce signal, comme vous l'appelez, qui est de l'extérieur? Ce signal, je crois que c'est peut-être Reinhold Arnould qui vous le dira de manière plus... Nous avions besoin d'un signe. Oui, d'un signe dynamique, d'un signe qui s'accorde à qui donne un poids qui s'oppose à une certaine légèreté de structure. Enfin, et c'est un signal qui appartient à l'architecture, en fait, autant qu'un symbole vers l'extérieur. Inauguré d'ailleurs de façon traditionnelle quand même. Non, même dans ce cas-là, on souhaitait symboliser une sorte d'union nécessaire dans cette ville très meurtrie entre le passé et ce présent qui présage d'un avenir important, je l'espère, en associant le passé par un maillet, qui était le don d'ailleurs d'un Havrais, le maillet qui a servi à poser la première pierre du premier musée en 1845. Ce n'est pas au ministre que je voudrais m'adresser, mais à l'auteur du musée imaginaire. Monsieur André Malraux, pensez-vous que votre musée imaginaire aurait pu trouver ici son cadre? C'est bien possible, mais je ne pense pas beaucoup pour l'instant à mon propre musée, je pense à celui-ci. La maison de la culture que nous venons de voir est sans précédent au monde. Je viens de dire à ceux qui m'écoutaient qu'il n'y a pas si longtemps, on disait, pour les Américains, les échelles du Levant commencent au Havre. Eh bien maintenant, ceux qui arrivent au Havre, ils trouvent non seulement un très beau musée, mais encore une maison de la culture dont l'équivalent n'existe ni aux États-Unis, ni au Brésil, ni en aucun lieu d'Europe, ni en Union soviétique. Espérons que ce qui commence ici continuera. J'ai assez bon espoir. Je pense qu'avant 3 ou 4 ans, nous aurons une maison de la culture comparable à celle-ci dans chacune des grandes villes de France. Pour vous, monsieur le ministre, ce qui est important, c'est que le musée soit en quelque sorte un soutien et que la maison de la culture soit la facilité pour tous les jeunes, justement, de trouver un complément. Ce qui est important, c'est que n'importe quel garçon de 15 ans, pauvre ou du fond de la province, puisse trouver dans l'ordre de l'esprit la même chance qu'un garçon très riche et parisien. Il sera le premier bâtiment qu'on découvrira du large. Tout ensemble, musée et maison de la culture, le 938e musée français. C'est le 15 janvier 1961 qu'était inaugurée la Maison des Jeunes et de la Culture de Vincennes. Un imposant immeuble considéré aujourd'hui, parmi toutes les maisons des jeunes et de la culture de France,
comme la maison pilote. La population de Vincennes comprend 15 à 20 000 jeunes. C'est pour qu'ils aient un endroit où se rencontrer et se réunir que la municipalité a ouvert ce vaste ensemble auquel est adjoint un foyer de jeunes travailleurs habités. À Bourges, la cité de Jacques Coeur était inaugurée avant-hier samedi par M. André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles, la Maison de la Culture. C'est en présence de très nombreuses personnalités que s'est déroulée cette cérémonie. Cette Maison de la Culture remporte auprès des habitants de Bourges un énorme succès. Ouverte en octobre, elle a déjà 8000 adhérents pour 60 000 habitants. Bourges n'est pas la seule ville de France qui a la chance de posséder une maison de la culture. Caen, depuis un an déjà, a la sienne. Ce fut la première. L'œil, c'est ainsi que beaucoup nomment le signal de Adam, cette sculpture édifiée sur le parvis ouest de la maison de la culture du Havre. Car le Havre aussi est doté d'une maison de la culture. Mais ce n'est encore qu'un musée, un club. Bourges, Caen, Le Havre, Ménilmontant, il y aura bientôt 20 maisons de la culture en France. Une cathédrale aux formes connues, la Tour Perret. Nous sommes en effet à Amiens où cet après-midi on inaugurait la nouvelle maison de la culture. Nouvelle et largement ouverte à l'avant-garde, comme en témoignent ces statues d'Henri Laurence, qui, bien que provisoires, n'en intriguent pas moins les Amiénois. Et maintenant, pénétrons à l'intérieur de ce bâtiment. Salle du Grand Théâtre où cet après-midi même M. Malraux prononçait un discours d'inauguration dont voici quelques extraits. Voici 10 ans que l'Amérique, l'Union soviétique, la Chine et nous-mêmes essayons de savoir ce qui pourra être autre chose que la politique dans l'ordre de l'esprit. À Bourges, qui a 2 ans d'existence réelle, il y a 7000 abonnés et Bourges a 60 000 habitants. Rien de semblable n'a jamais existé au monde sous aucun régime. Jamais 10% d'une nation ne s'est trouvée rassemblée dans l'ordre de l'esprit. Je voudrais ajouter un mot à propos de la jeunesse. Disons simplement une fois pour toutes que pour nous, tant mieux si la jeunesse est là et nous faisons appel à la jeunesse pour qu'elle soit là car elle peut servir l'esprit mieux que tous les autres. Mais en définitive, il s'agit tout de même de savoir si c'est la jeunesse qui sert l'esprit ou si c'est l'esprit qui sert la jeunesse. Si vous le voulez, je vous dis que vous tentez une des plus belles choses qu'on ait tentées en France, parce qu'alors, avant 10 ans, ce mot hideux de province aura cessé d'exister en France. Ce mot hideux de province aura cessé d'exister en France. C'était une ancienne carrière et Le Corbusier a eu l'idée de la remblayer en partie seulement pour faire le stade. Puis il a pensé d'abord intimement associer la structure des gradins et la structure de la maison de la culture et de la jeunesse. Or,
il s'est avéré très difficile de procéder à ce mélange intime. Et finalement, il a pris un autre parti, couronner le stade par la Maison de la Culture. Mais il a gardé, au fond, cet esprit d'utilisation des gradins. Oui. Et alors, cette maison, elle a été construite en 1950, de 59 à 62, c'est ça, oui. Non? Oui. Et Le Corbusier est venu l'inaugurer. Ou plutôt assister à l'achèvement des travaux en même temps qu'il venait surveiller le chantier de l'unité d'habitation quelques mois avant sa mort. T'as suivi, hein, Le Corbusier, comment je l'ai fumé. J'ai dit, il faut venir le jour où le soleil il fait l'ombre au bon moment pour compléter la croix gammée, le hibou, avec le bœuf devant lui, avec Baphomet couché. T'as compris, toi? Je t'ai dit, hein, je t'ai dit, ça là, c'est proéminent et à l'intérieur, c'est creusé. Ce qui est proéminent, c'est dans un premier plan, en avant-plan. Et la croix gammée, elle est creusée, elle est en arrière-plan, cachée derrière le premier plan proéminent où il y a les bacs des têtes coupées. Et en arrière-plan, il y a la croix gammée et il lui manque que sa barre d'en bas, que sa branche inférieure. Et l'ombre, elle la dessine.
qui nous a le plus déconcerté et étonné, c'est la méconnaissance du ministre
par rapport à un grand mouvement créé depuis la libération. Les hommes de théâtre qui ont participé au grand mouvement de la décentralisation, et les hommes de théâtre en général, constituent une équipe. Il y a toute une collectivité de travailleurs autour de ces hommes de théâtre, et surtout, et c'est le sens de la décentralisation, il y a un public. Nous avons besoin, pour pouvoir faire venir un public populaire, pour pouvoir entretenir une collectivité, une communauté humaine, et pour pouvoir surtout faire vivre et développer le théâtre dans un pays où il était lettre morte il y a 20 ans, nous avons besoin de moyens. Voici un petit reportage qui a été fait à la Maison de la Culture du Havre, que dirigeait à l'époque Bernard Mounier et que dirige aujourd'hui Alain Milianti. Nous sommes ici à l'entrée du port du Havre, qui est veillé en quelque sorte par un musée qui était moderne et novateur en 1961, lorsque André Malraux a décidé d'en faire la première maison de la culture de France. C'est à l'occasion de son inauguration, le 24 juin 1961, qu'il a prononcé cette phrase désormais célèbre: « Sachez que l'on dira plus tard que c'est ici, aujourd'hui, que tout a commencé. » Il a fallu attendre 1982 pour que la municipalité fasse sortir de terre les nouveaux bâtiments de la Maison de la Culture conçus par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, aujourd'hui devenu le volcan, la Maison de la Culture du Havre, à 40 ans.
avons commencé à jouer en plein air en 1947. Hein, et je crois qu'ici, on a commencé en 1948 avec Macbeth. Alors, sur le plan de l'installation, il y avait évidemment les responsables qui devaient s'occuper de faire venir des chaises. On entourait cet endroit d'une barrière pour limiter tout le monde, mais d'une barrière qui était grande comme ça. Les places étaient, à ce moment-là, quand nous avons commencé, 50 et 100 francs, et il y avait presque autant de monde derrière les barrières, c'est-à-dire qui ne payaient pas. Mais l'endroit était plein. Il y avait les sorcières qui circulaient autour de la salle, de la place, et comme il y avait du monde dans les bistrots, et quelquefois certains avaient bu un petit peu trop, ils faisaient du chahut dans les bistrots, alors les sorcières, je me souviens, arrivaient pour leur faire peur, pour faire taire, dans leur costume de sorcière. Ah, il y avait des gens aux fenêtres, il y avait des gens autour, il y avait par moments le bruit des motocyclettes qui nous gênait. Qui aurait cru à Oxford que Thomas Edward Lawrence, étudiant en archéologie, serait un jour l'un des aventuriers les plus étonnants du monde moderne? C'est en archéologue qu'il découvre le Moyen-Orient à la veille de la guerre de 1914. Mais bientôt, il devient l'agent secret britannique numéro 1, l'ombre de Faisal, l'animateur des commandos arabes du désert. La paix est revenue, il écrira le récit de la révolte des Bédouins dans un des livres les plus fascinants de ce temps, Les 7 piliers de la sagesse. Et voilà que 50 ans après l'aventure, un témoin se souvient. Henri de Montfred, qui publie justement des souvenirs de ce temps. Ben, j'ai rencontré très fortuitement. D'abord, nous ne pouvions pas nous rencontrer beaucoup, parce que lui appartenait à la caste supérieure, il était avec les grands chefs, et moi j'étais mêlé au peuple, exprès, pour passer totalement inaperçu pour le but que je poursuivais. C'est un jour par hasard où je l'ai rencontré, je l'ai aperçu à Odeida. J'ai fait demi-tour. Et lui aussi a détourné la tête, il m'avait certainement reconnu, ou reconnu en européen en tout cas, parce qu'à cette époque-là, personne ne connaissait Henri de Montfred, même sous le nom arabe. C'est que quelques instants après, j'ai assisté de loin à une scène que je n'ai pas compris tout d'abord, mais qu'on m'a expliqué ensuite. Et Lawrence était isolé, était tout seul au bord de la mer, était au crépuscule, et le long d'un mur, ben, il a fait ce que personne ne pouvait faire à sa place, mais debout. Or, à ce moment-là, il s'était fait passer, je ne sais pour quelle raison, pour musulman. C'est une raison quelconque. Il avait un costume, etc. Et un musulman ne doit jamais se livrer à ce soulagement debout. Il doit s'accroupir. C'est une chose très grave, ça. Un gosse l'a vu, l'a dit au type qui était avec lui, et quand il est revenu là où on l'attendait, on lui a dit, mais on a soulevé sa grande droite. Ah, mais tu n'es pas circoncis, toi. Et tu t'es passé pour musulman. Allez, hop, on a appelé le barbier et il a été circoncis sur place. C'est une petite histoire dont il ne s'est sûrement pas vanté, mais les peu de gens qui l'ont connu en ont beaucoup ri. Est-ce que vous pouvez porter un jugement sur Lawrence? Non, ce serait... non, je ne peux pas porter de jugement sur lui, je ne l'ai pas assez connu pour cela. Je l'admire parce qu'il a été sincère avec les indigènes. Il n'a pas cherché à les tromper, et même ça a été très loin, car les promesses qu'il avait faites n'ont pas été tenues par le gouvernement. Il croyait pouvoir être soutenu dans ce sens par le gouvernement, que ça ne l'a pas été. Et il y a eu à ce moment-là des tiraillements entre lui et ceux qui l'employaient, l'intelligence service. Et il a eu le sort, je crois, de tous ceux qui ont fait quelque chose d'important à l'intelligence service, ceux qui en savent peut-être trop, eh bien, on les réduit au silence d'une façon définitive. Et quand il est mort d'un accident de motocyclette, j'ai tout lieu de penser, et je l'ai su par d'autres recoupements, que cet accident n'était pas accidentel. On est le samedi 10 décembre. Comme on le voit bien, le Mont Blanc. Tu vois le poteau électrique devant toi, où le fil il descend, pile où il croise la montagne, tu vois le blanc qui dépasse, c'est le Mont Blanc. T'as compris? Le fil électrique là, où il rejoint
le creux entre le bois d'Avez et le Pilat, bah, tu vois, il y a le Mont Blanc. Je vais essayer de prendre en photo avec cet appareil. Tu vois la tache noire là dans le ciel? C'est mon vieux appareil photo. Il y a cette tache. Oh, dans mes yeux, il y a cette tache, hein, toujours. Tu vois, la tache que tu vois dans l'appareil photo, elle est dans mes yeux. C'est connu, ce problème de santé, il est connu. J'ai une super bonne vue, mais continuellement avec moi, il y a exactement la même tache. Hein. Et elle bouge, hein. Je ne crois pas qu'elle est fixe, elle est flottante. Tu crois que c'est un fantôme? Le cri, là, ou le fou, le cri. Le tableau, le fameux tableau, le cri. Ben, pourquoi il crie? Parce qu'il était fou, en fait. Parce qu'il croyait voir des fantômes, je sais pas quoi. C'était pas expliqué encore ce phénomène par la médecine. Donc je le vois, c'est mon vieil appareil, t'as compris? Donc avec ce vieil appareil, il a une meilleure qualité que le nouveau. Tu vois plus loin, avec il zoome mieux. Donc je vais l'éteindre là, et je vais prendre une photo, et on va monter tout ça. Voilà, trop bien, comment que je le vois, le Mont Blanc. Aujourd'hui on voit la forme phrygienne que je vous dis. La forme phrygienne, oh, trop content, voilà. C'est la 5e fois aujourd'hui que je le vois. La 5e fois que je le vois, en moins d'1 an. C'est en février que je l'ai vu la première fois de l'année dernière. Je fais du bruit et ils ont arrêté de faire du bruit. Essayez d'écouter. Ils sont nés à l'avance aussi. C'est des mésanges. Trop bien ma forêt.